Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi pour accueillir Alexandre Gabriel, qui est propriétaire, master distiller et master blender pour Maison Ferrand et Plantation Rhum. Bonjour à toutes et tous. On va faire une petite balade à la Jamaïque, que je travaille avec Plantation depuis plus de 20 ans, et où j'ai de façon modeste, je suis maintenant un des acteurs, encore une fois modestement, mais dans 2 distilleries mythiques, puisque vous savez que la Maison Ferrand et la Maison Plantation est maintenant propriétaire d'un tiers de National Rum Jamaica, c'est-à-dire Clarendon et Long Pond, 2 distilleries 18e absolument magiques, où j'y passe beaucoup de temps. Je passe plus d'une semaine par mois dans les Caraïbes. Vous savez qu'on est aussi propriétaire de West Indies Rum Distillery à la Barbade. Donc là, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous faire... Tout le monde m'entend, non? Voilà, ça va? Je voulais vous parler d'une aventure, il y en a beaucoup d'autres, mais de notre aventure à la Jamaïque. Une aventure pour moi qui commence par même un millésime 1983, qui est très collector maintenant, qui était la première expression de plantation sur la Jamaïque. J'en ai gardé 2 fûts. Je suis un grand nostalgique. Et vous savez peut-être aussi, on a à la Maison Ferrand créé une fondation qui s'appelle la Fondation Ferrand, dont l'objet, c'est une fondation à but non lucratif, dont l'objet est de rechercher et préserver les savoirs anciens et techniques du rhum et du cognac. Donc on travaille énormément. En ce moment, il y a un monsieur qui s'appelle Matt Pietrek. Si vous ne connaissez pas son travail, je vous encourage. C'est un peu technique, mais qui vient par exemple de finir un livre. J'ai participé à la partie technique sur le rhum, le Navy Rum et le Dark Rum, qui sont des rhums qui ont défini le rhum dans l'histoire du rhum. Beaucoup de gens appellent un rhum un Navy Rum, et finalement, sans des références très particulières. Lui a travaillé, il est allé passer en revue au peigne fin tous les contrats de la British Navy disponibles depuis 2 siècles pour dire, bah voilà, c'était quoi le Navy Rum. C'est un séminaire que je vais commencer à faire avec lui. Je le fais le prochain, je ne sais plus quand, mais vous le verrez si ça vous passionne, sur justement c'est quoi un Navy Rum et c'est quoi un Dark Rum. C'est pas une brochure marketing, c'est l'histoire et comment c'est fait. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on va faire une petite balade en Jamaïque. Comme je vous l'ai dit, j'y passe beaucoup de temps. La Jamaïque est en pleine transformation, comme souvent le rhum. Le rhum a vécu des aventures le rhum est un spiritueux avec des racines très profondes dans l'histoire des spiritueux. On l'oublie, c'est un des premiers spiritueux modernes. Et c'est un pays comme la Barbade, on dit toujours la Barbade a inventé le rhum. La vérité, c'est que le document le plus ancien qui fait référence au mot rhum, R-U-M, c'est la Barbade en 1650 dans un document. Mais c'est à peu près au même moment où ces îles produisent un spiritueux à partir de mélasse de canne dans des sucreries pour faire le produit qu'on connaît maintenant. Pour moi, je vous ai dit, la Jamaïque, c'est un rêve. En mars, ici, 2017, on réouvre Long Pond. Vous connaissez Long Pond, certains d'entre vous, la distillerie Long Pond. Long Pond, c'est une des 6 distilleries qui restent à la Jamaïque. Il n'y en a plus que 2 qui travaillent avec des mock pits, c'est-à-dire des cultures de bactéries pour aller créer des éléments gustatifs absolument uniques. Il n'y en a plus que 2 au monde. Maintenant, il y en a une 3e. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais il n'y en a plus que 2 qui étaient à l'époque. Et Long Pond avait été fermé, puisque National Rum of Jamaica est une société d'État qui avait vendu ses parts à West Indies Rum et à Demerara Distillers. C'est pour ça qu'on est 3 actionnaires et que je me retrouve toujours à travailler avec le gouvernement jamaïcain, qui est un des 3 actionnaires. Une aventure pleine d'humilité, absolument exceptionnelle, d'être comme ça dans le pays, de travailler non seulement avec une équipe, mais aussi avec le gouvernement pour penser
et préserver certains éléments du rhum actuel, mais aussi penser au rhum de demain, puisque c'est des distilleries qui sont complètement impliquées dans la communauté locale, et notamment quand vous travaillez avec le gouvernement, c'est très important, comme vous pouvez l'imaginer. Long Pond a été réouvert. Long Pond, vieille distillerie, vous savez ce que c'est qu'un mock pit en Jamaïque, on a compris dès le 19e siècle, alors qu'en France, et pourtant je suis français, sur les levures, on savait déjà des choses. Là, en Jamaïque, je savais plein de choses, il faut quand même le dire, et était beaucoup plus en avance sur beaucoup d'éléments. Et on s'est rendu compte qu'une distillation, quand elle durait plus longtemps, permettait de créer des éléments gustatifs, qui plus tard on a découvert ce que c'était, qui étaient des esters, et qu'ont quel profil gustatif, les esters? C'est le côté très fruits mûrs, fruits exotiques. Vous savez, on sent ces rhums jamaïques avec ce côté banane, ce côté mangue, etc. Et ça, on se rend compte parce que quand on laisse fermenter, au départ, vous avez l'action classique et traditionnelle où les levures transforment le sucre en alcool. Chaque type de levure ou famille de levure, ou type de levure, ou strain de levure, a des goûts et des profils gustatifs qui sont différents, que je trouve fascinants. Vous avez peut-être vu des discussions sur ces sujets qui sont très importants de préserver au niveau de leur capacité d'utilisation. Mais la Jamaïque a compris, il y a plusieurs siècles, que quand on laisse la fermentation, notamment dans des vates qui sont ouverts, je vous montrerai des photos, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une action complémentaire. Maintenant, on sait ce que c'est. C'est d'autres organismes monocellulaires qui sont des bactéries qui vont se nourrir d'alcool et d'acidité pour travailler des éléments gustatifs qui sont ces éléments de fruits très mûrs. Pourquoi les gens s'en sont pas tellement intéressés au XXe siècle, à votre avis? C'est parce qu'ils n'aimaient pas le goût? Non. Ça coûte très cher. Parce qu'en réalité, ces éléments vont manger une partie de l'alcool, entre guillemets, vont transformer une partie de l'alcool. Et donc on n'en veut pas. On a certaines distilleries plutôt industrielles qui vont même jusqu'à pasteuriser les mélasses pour s'assurer qu'il n'y en ait pas du tout, parce que dans ce cas-là, on cherche le rendement. Donc c'est des actions de fermentation qu'on redécouvre maintenant. Pourquoi? Parce que je pense, moi en tout cas, que depuis la grande récession, il y a eu une certaine normalisation, une certaine uniformisation de la production des spiritueux, et c'est que ces 20 dernières années qu'on va rechercher comme ça des techniques anciennes qui travaillent sur le goût. Et donc, moi, c'est ce qui me passionne depuis 30 ans. Cette année, c'est mon 30e anniversaire de travail en tant que maître de chai. Et je voulais vous dire qu'on fait des recherches assez importantes sur ce sujet pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et on reprend le travail de gens qui ont arrêté en général. Le plus récent, c'est Arroyo 1945, si vous voulez. Donc voilà. Et là, aujourd'hui, on va déguster. On va commencer d'ailleurs par un premier rhum qui est on va commencer un petit peu dans le désordre, c'est pas grave, le Jamaïque 2005. J'aurais qu'on le goûte ensemble, qui est un millésime de la maison Plantation, qui est un assemblage dans ce cas-là de Long Pond et de Clarendon. Tous les plantations, sauf un qui est fait sur une édition très très limitée, mais tous les plantations sont 100% alambic. Vous connaissez la différence, un rhum de colonne, un rhum d'alambic. Il faut savoir que moins de 1% des rhums commercialisés sont des rhums 100% alambic. Pour une raison très simple. Pourquoi? Ça coûte cher quand on distille dans un alambic. L'action de distiller, je le sais parce que je connais bien mes comptes, c'est 6 à 8 fois plus cher que distiller en colonne. Vous êtes familier avec la distillation. Quand on distille en alambic, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe, on condense. D'accord? Ça, c'est un alambic. La colonne, c'est un système complexe où vous avez en réalité une distillation continue qui peut rectifier pratiquement jusqu'à la neutralité. Et comme c'est en continu, vous nourrissez comme ça votre vin de canne ou votre vin de mélasse et vous sortez comme ça, il y a des colonnes qui ont des rendements énormes, vous sortez le distillat. Alors, à Cognac, c'est obligatoire de distiller en alambic. Donc, tout jeune, vous savez, quand on est jeune, on a des certitudes absolument angulaires. Donc, j'étais là, l'alambic, il n'y a que ça de vrai, etc. Je suis un peu resté comme ça, mais pas complètement. J'ai découvert des rhums de colonne absolument intéressants, floraux, avec une certaine légèreté, équilibre que je trouvais très très bien. Et là, j'ai appris un autre pan culturel qui n'était pas le mien. La Jamaïque a toujours été sur l'alambic jusqu'en 1960. Les Jamaïcains se sont battus jusqu'en 1960 pour garder l'alambic. Et je trouve que c'est assez magique. C'est pour ça que quand on a des expressions jamaïques, et j'y travaille beaucoup en Jamaïque, plantation, c'est des expressions qui sont alambiques. J'ai dit à part un, parce que à Long Pond, on a une vieille colonne qui a explosé en 2010 et qui est une vieille colonne en cuivre, une Blair,
Et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter les quelques expressions des dernières années parce que c'est nostalgique. Cette vieille colonne, elle est silencieuse pour toujours, on va pas la réparer. Et c'est pour ça que si vous voyez dans les single cast cette année, le Jamaïque 2009, c'est une expression oubliée qui est un 100% colonne un peu atypique d'une très vieille colonne en cuivre, qui était une colonne des années 60. Voilà, donc Long Pond qui distille à nouveau, et puis cette implication, comme je vous ai dit, dans cette île magique qui est la Jamaïque. D'accord ? Il se passe, je ne peux pas vous en parler plus aujourd'hui, on n'a pas le temps, et puis c'est un peu trop tôt, mais en Jamaïque, il se passe quelque chose de très important qui va transformer beaucoup de choses, et je suis au cœur de cela avec mes équipes, c'est que les sucreries font faillite les unes après les autres. Donc quand une sucrerie fait faillite, qu'est-ce que vous faites pour avoir des mélasses ? C'est difficile. D'accord ? Le problème au-delà de ça, c'est que Clarendon, c'est 500 hectares de canne. Nous, on a 35 personnes qui travaillent à la canne. Avant, c'était bien. On vendait la canne à une sucrerie qui était notre voisin. Et on récupérait des mélasses. Vous savez que les rhums de mélasse, c'est ce côté très pâtissier. La mélasse concentre les impuretés qui sont dans la canne. Et le goût, bien souvent, hein, c'est dans le steak, et qu'est-ce qui donne du goût ? C'est le gras. Hein. Je suis désolé de vous le dire. Donc, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez ? C'est que le goût vient des impuretés. Il y a un monsieur qui s'appelle professeur Kennedy, qui fait de la recherche sur la canne, dans le centre de la canne à la Barbade. Il vous expliquera très simplement. Et en fait, si vous voulez, quand vous recuisez ce jus pour extraire le sucrose, le sucre, qui est plutôt un élément hallucinogène, machin, etc., vous avez les impuretés qui restent, qui sont aussi chargées en sucre, qui sont les mélasses, et qui permettent de faire ces rhums très riches, très pâtissiers. Et là, on avait cet accord qui date depuis des siècles. Et tout à coup, la sucrerie, elle ferme. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Et ça, c'est ma vie en ce moment. Et c'est mon mot de tête en ce moment, mon mal de tête, et de toute l'équipe, naturellement, parce qu'on ne dira pas à cette équipe de 35 personnes, on se l'interdit, mes associés aussi, de dire « vous allez à la maison, c'est fini ». Parce que Clarendon, si vous allez à la maison et c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est en plein milieu d'une province du Sud, et ça fait partie des choses qu'on travaille en ce moment à la Jamaïque. Long Pond, c'est 200 hectares. Donc vous comprenez un petit peu les challenges en ce moment, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'est un document, je sais que Pierre ici, qui est un grand archiviste des documents en France, j'adore son travail et je reçois son email quotidien. J'ai un document ici qui est une vieille liste de prix française, et on voit la Jamaïque qui est souvent la star des rhums en France à l'époque. Je pense que Pierre ne me démentira pas, ça se vérifie à chaque fois, et on adore les rhums français, c'est pas le sujet, hein. Je veux dire, c'est juste pour dire qu'à l'époque et au 19e siècle, ces rhums charnus, distillés en alambic, étaient vraiment des rhums très recherchés, très prisés. Vous savez que nos clients à Long Pond, où on crée des rhums très aromatiques, c'est non seulement des embouteilleurs ou des assembleurs, mais quand on vend du vrac, mais c'est des pâtissiers, c'est des parfumeurs de grâce, c'est des fabricants de cigares, parce que vous avez ces éléments aromatiques qui sont absolument magiques. Je ne peux pas vous dire qui, on a des accords comme ça, secrets, mais c'est des accords absolument, c'est des choses assez magiques. Le poids se mesure à la Jamaïque en ester. Maintenant, si vous voulez vraiment, c'est plutôt aux professionnels, s'il y a des professionnels, ou alors si vraiment vous avez du temps et vous voulez vous prendre la tête, il y a, à mon avis, un des meilleurs livres sur les techniques et l'histoire des spiritueux. C'est un livre écrit en 1908 par des lords anglais qui interviewent et qui doivent définir le whisky en 1908. Ils se disent, comment on va faire ça bien ? On va interroger tous les producteurs de spiritueux du monde entier. Et là, vous avez monsieur Walker, qui fait un peu de whisky, Johnny Walker, et qui vous explique comment il fait son whisky. Vous avez monsieur Gilbase, qui fait du gin, et qui vous explique, monsieur Gordon, monsieur Hennessy, monsieur Martel, tous les gens du monde entier. Et ce livre est absolument passionnant, c'est 800 pages, il est disponible gratuitement sur Internet, donc pas d'excuses, hein, c'est pas le prix qui va... Par contre, c'est un peu trapeux parce qu'il vous explique, c'est une interview à chaque fois, un entretien, où ces gens assez réputés ou pas, maintenant on les connaît plus, certains vous expliquent. Et là, sur le rhum de la Jamaïque, on a appris beaucoup de choses dans ce livre, et je m'inspire énormément de ce livre aussi, dans certaines techniques qu'on pratique et qu'on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui. Et alors ce que j'aime beaucoup, c'est un type qui s'appelle James C. Nolan. Et James C. Nolan, alors que les autres arrivent avec un respect immense par rapport à ces lords anglais que vous pouvez imaginer dans leur robe noire, et lui, il n'en a rien à faire pour parler français, il arrive et il dit le rhum jamaïcain est un rhum d'alambic. Le rhum jamaïcain ne sera jamais assemblé à un rhum de colonne. Un rhum de colonne n'est pas un rhum, c'est un spiritueux silencieux, a silent spirit. Et vous savez qu'il y a cette même approche à l'époque, c'est les Irlandais.
Ils ont fait faillite ceux qui avaient cet avis-là d'ailleurs en Irlande. Mais l'histoire ne les a pas servis à court terme, mais à long terme. Leur mémoire est importante. Et là, il dit la distillation d'alambic est une caractéristique du rhum jamaïcain. Un vrai rhum jamaïcain ne doit jamais être assemblé avec un spiritueux neutre, silent spirits. Maintenant, je vais vous dire, moi je respecte, je ne suis pas là à vous dire que ceux qui assemblent, ça c'est pas bien. Je suis là pour vous parler de l'histoire et qu'est-ce qui m'inspire et qu'est-ce qu'on fait nous avec Plantation. Et ce monsieur, James C. Nolan, est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans un rhum qu'on va déguster ensemble, qui est le Jamaica Special Dry. Voilà. Ici, on va vous dire, là vous avez l'histoire du nombre de distilleries, c'est toujours assez triste, et on a la même chose dans le whisky, de voir comme ça qu'en 1794, plus de 700 distilleries à la Jamaïque. Ici, vous voyez en 1965, 16. Ici, vous voyez une distillerie, pour ceux qui connaissent peut-être, c'est Innswood. C'est une distillerie dont je suis actionnaire, alors mon équipe et moi, on est actionnaire à la Jamaïque, qui est fermée, qui est silencieuse. Parce que National Rum of Jamaica, c'est 3 distilleries, c'est aussi Innswood l'oublié. Et Innswood, à mon avis, ne redistillera jamais, malheureusement. On se sert des stocks, des chais de vieillissement pour vieillir là-bas. Et d'ailleurs, fort heureusement, puisque certains d'entre vous savent que Long Pond a brûlé, une partie de Long Pond a brûlé. Fort heureusement que les cuves de fermentation, pas les alambics, ni le mock pit, vous savez, la culture de ces bactéries dont je vous ai parlé, dont peu de gens ont le secret. Et en réalité, ça a été préservé. Mais vous voyez, ces distilleries qui, comme ça, ont arrêté. On voit qu'on a nos fûts ici qu'on va remplir dans les chais, mais c'est une distillerie maintenant oubliée qui s'appelle Innswood. Et donc, vous voyez, 1905, moi je suis né en 66, c'est pas si vieux que ça. Il y avait toujours 16 distilleries, maintenant 6. Donc deux sur lesquelles on travaille. Tu m'entends? C'est bon? Voilà. Et on va goûter maintenant. On a déjà goûté le 2005. On a des gens, de jeunes femmes élégantes qui sont assoiffées derrière. On va goûter un rhum dont je vous parle, que je vous montrerai plus tard, qui s'appelle le Jamaica Special Dry, qui est ce rhum ici, qui est un rhum d'assemblage. Vous savez que chez Plantation, on a les millésimes, qui sont des séries limitées le temps du millésime. On a aussi les assemblages, qui sont des qualités continues. Ici, ce que j'ai voulu faire avec ce rhum, c'était retravailler sur cette tradition du rhum 19e, qui était des rhums lourds, c'est-à-dire beaucoup d'éléments gustatifs, mais élégants. Parce que vous savez que la Jamaïque travaille sur certaines marques de rhum, des composés très lourds qui sont des éléments d'assemblage, qu'on appelle les marques. Je vais vous montrer ici, vous voyez ça. Ici, c'est un des alambics jamaïcains qu'on appelle les retortes, ici, vous voyez en train de travailler là-bas. Ici, on a si vous voulez, l'introduction des colonnes. La plupart des rhums jamaïcains maintenant sont des assemblages. Si on parle du quantitatif, ici on travaille sur un rhum 100% alambic qui travaille sur différentes marques de la Jamaïque venant de Long Pond et de Clarendon. Quelle est la différence caractéristique Je vous fais un petit passage rapide et technique ici pour ceux que ça ennuie. Ça ne dure pas longtemps, je vous le dis. Un spiritueux, whisky, rhum, cognac, armagnac, etc. est composé d'alcool, d'eau et d'éléments qu'on appelle soit les congénères, soit etc., les non-alcools, qui sont caractérisés par qu'on appelle les substances volatiles. Et à l'intérieur de ça, vous avez les esters, pensez à ce que vous sentez là, ce côté banane, fruits mûrs, etc. Et vous avez les alcools supérieurs, qui sont cet élément chocolaté. Pensez à un rhum d'alambic, par exemple, de Port-Moran, par exemple, Guyana. D'accord ? Ici, la Jamaïque travaille sur ces goûts très estérisés par ce procédé dont je vous ai appelé, dont on trouve des traces et des signatures fortes en 1871. Vous voyez ces alambics retortes, vous avez l'évaporation ici qui repasse dans un premier, un deuxième retort. On a très peu de reflux. Le reflux, c'est quand on a des restrictions. Vous voyez ici les petits alambics, vous avez des formes un petit peu de chapiteaux assez élégants avec des resserrements, ou des évasements. C'est pour créer, la vapeur va s'expanser et ça va retomber dans le vase. Ici, pourquoi? C'est pour faire une certaine sélection. Ici, on ne cherche pas à sélectionner, on cherche à concentrer et donner ces goûts très intenses, propres à la Jamaïque, ce qu'on appelle, plus vous avez de ces éléments-là, plus on dit c'est un rhum lourd, charpenté, structuré, parce qu'en Jamaïque, traditionnellement, on cherche l'intensité gustative. Donc ce que j'ai voulu faire ici, avec le Jamaica Special Dry, ici, qui est le dernier en bas à droite, c'est celui-là qu'il faut goûter, les autres je vous expliquerai, puisque c'est des composés de ce rhum. En premier nez, qu'est-ce que vous sentez? Allez, on travaille ensemble.
Qu'est-ce qu'on a? Vous sentez ce côté un peu banane, banane noire? Est-ce que vous avez ce côté aussi ananas qu'on retrouve? Il y a un côté qui est assez presque félin. Vous savez, on a un côté assez intense sur ces fruits secs. On peut faire en rétro-olfaction. Et là, on sent certains éléments, c'est qu'en rétro-olfaction, notamment tout ce qui est fumé et tout ça, on le perçoit beaucoup plus comme pour un whisky. Et là, on travaille et on le voit, c'est ce côté très typique d'un rhum de la Jamaïque. Et là, on travaille sur des assemblages de marques. C'est des assemblages de rhum qui sont distillés de façon très spécifique, où il y a des savoirs particuliers ancestraux, où à la Jamaïque, on peut définir et on sait quel sera le poids, l'intensité gustative et le profil gustatif d'un rhum par rapport à sa longueur de fermentation, ses éléments de fermentation et sa distillation. Et là, on crée, comme un peintre va acquérir des couleurs, vous créez des marques de rhum. C'est une vieille tradition. Et ces marques de rhum sont votre ressource pour faire un assemblage. D'accord? Et ces marques de rhum sont déposées auprès du gouvernement depuis très très longtemps. Vous ne pouvez pas dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de créer une marque de rhum, ça va s'appeler, etc. Non. C'est des choses qui sont travaillées, où vous présentez ça au Spirit Pool et on dit voilà, ça c'est la marque de rhum, voilà son poids, voilà sa caractéristique. Et quand vous rachetez une distillerie, quand Long Pond a racheté par exemple Vale Royal, il y a des années, des décennies, il a hérité des marques de rhum et c'est des recettes pour fabriquer ces différentes marques. Alors ici aujourd'hui, je voulais vous faire quelque chose, vous m'excusez si c'est un peu technique, mais j'ai voulu vous amener des marques à l'état pur, vous montrer quels sont les composés de ce rhum à l'état pur, non assemblé. Les marques, je ne cherche pas l'équilibre, elles cherchent l'intensité, la floralité, etc. Là, je vais vous montrer, donc c'est le Jamaica Special Dry, celui qu'on goûte en ce moment, 100% alambic. Ici, pourquoi Jamaica? Je sais, le moment le plus difficile pour moi, c'est quand j'ai un nouveau bébé. C'était vrai pour mes enfants, mais c'est vrai pour mes rhums. C'est comment on va l'appeler. Puis j'ai un copain en Jamaïque, on était ensemble, je dis je sais pas comment on va appeler ce produit, mais pourquoi? Il me dit pourquoi tu l'appelles pas Jamaica? Je dis oui, mais plantation Jamaïca de Jamaïca. Il dit mais non, Jamaïca c'est le nom historique, il y a peu d'îles qui travaillent toujours, qui ont toujours leur nom historique, et les Jamaïcains, Jamaïca, ça s'écrit comme ça, donc en réalité c'était le nom arawak de l'île, d'où le nom Jamaica Special Dry, personne ne sait le prononcer, je suis un terrible marketeur. Mais bon, c'est une référence à l'histoire de l'île elle-même. Jamaica, chacun a sa manière à la Jamaïque de le prononcer, on le dit Jamaica. Jamaica Special Dry. Pourquoi justement? C'est parce qu'on travaille sur ce côté assez sec de cette floralité jamaïcaine. D'accord? Donc ça, on en a déjà parlé. Ici, on a amené aujourd'hui, on ne les a pas toutes amenées, mais vous allez pouvoir goûter. Alors je vous demande de les goûter avec parcimonie, y aller doucement. On a amené 2 marques, ou 3 marques, je ne me rappelle plus d'ailleurs, mais vous allez les retrouver ici. On a amené le EMB, ils sont à 60 degrés les 3. Le EMB, c'est un rhum de Clarendon. On a amené le MLC et le STCE. C'est des initiales dont on ne connaît pas nécessairement l'origine, mais qui sont des initiales qui caractérisent ces recettes spéciales et exceptionnelles par distillerie. Et ici, vous les avez à l'état brut, qui sont des composés du Jamaica Special Dry. Donc vous voyez le EMB, par exemple, ici, vous avez ces caractéristiques. Vous avez les substances volatiles, le poids de ces différents rhums. D'accord? Donc vous avez aussi, donc aujourd'hui on goûte, je vous l'ai dit, le EMB de Clarendon et le MLC. Donc c'est ces 2 qualités-là. Vous voyez ici, on travaille sur un MLC avec des substances volatiles très importantes. Vous savez qu'un rhum, dans sa définition aux États-Unis, c'est un minimum de 8 grammes de substances volatiles. C'est pratiquement comme une vodka. Le cognac, c'est un minimum de 200 grammes. C'est le poids, l'intensité gustative du produit. Et l'idée, je voulais vous plonger aujourd'hui et faire quelque chose d'assez technique, vous mettre derrière le rideau, vous montrer comment on conçoit un assemblage et vous faire goûter ces éléments qui ont été utilisés, ces couleurs qui ont été utilisées pour créer cette expression qui est le Jamaica Special Dry. Ici, on a aussi, on va déguster aujourd'hui aussi de Long Pond le STCE.
D'accord? Le STCE, c'est celui-ci, avec une intensité absolument énorme. D'accord? Il a été distillé en 2009. Ça, c'est vieillissement, etc. Donc, que vous allez trouver ici et que vous allez pouvoir comparer. Et là, on a 2 signatures de distillerie. On a la signature Clarendon, qui est une signature plutôt sur des fruits nets, des fruits un peu plus frais. Et on a Long Pond sur des fruits beaucoup plus secs, beaucoup plus recuits au niveau aromatique, qui sont la signature de Long Pond. Vous savez que depuis des siècles, à Long Pond, vous avez une fosse où c'est une culture de bactéries, où on met des écorces d'ananas, où on met de la canne fermentée, où on met du vinaigre de canne, où on met des dunders, c'est-à-dire le résultat de la distillation, et on laisse ça comme ça se développer. Et ça, c'est ceux qui savent faire du vinaigre, c'est un peu le même principe. Il y a une mer comme ça qui reste comme ça. La légende veut que c'est des siècles depuis comme ça. Moi, je connais cette distillerie depuis 20 ans. J'ai connu cette distillerie à l'arrêt. J'ai connu cette distillerie qui a brûlé. J'ai connu cette distillerie qu'on retravaille maintenant. J'ai connu cette distillerie qu'on reconstruit. On reconstruit les foudres en ce moment avec un Mexicain qui se rappelle des techniques 19e pour fabriquer des foudres en chêne vert comme à l'origine. Ça sera tout pareil. Eh bien, j'ai toujours vu cette fosse, cette mock pit qui a été cultivé et gardé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait? C'est à la fin de la distillation, on rajoute ces éléments qui viennent, en réalité, comme je vous l'ai dit, transformer certains éléments de l'alcool. Ça coûte, vous perdez de l'alcool, en ester magique. Et ça, il n'y a plus que 2 distilleries qui font ça, c'est Hamden et Long Pond. On retravaille, nous, ces techniques maintenant à la Barbade, de façon récente, à West Indies Rum Distillery. Donc des techniques assez particulières. On ne vous montre jamais vraiment les photos de ce qui se passe, puisque c'est complètement interdit par la tradition d'aller partager ces savoirs qui font des rhums absolument magiques. Moi, j'ai été éduqué sur le sujet, je ne peux pas vous le dire. J'ai le droit d'en parler à mon fils quand il reprendra la suite. Je commence un peu à l'expliquer certaines choses. Ça fait partie de la culture qu'on cherche à respecter. Et vous savez, ceux qui me connaissent bien, certains d'entre vous me connaissent bien, j'adore partager les savoirs. Mais ici, c'est au-delà de moi-même. Je pense qu'il y a une culture à respecter. Ce n'est pas moi qui définis la culture jamaïcaine, c'est moi qui vis et qui respecte cette culture. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous montrer et prendre 1 ou 2 minutes pour les questions, mais vous montrer cette aventure à Jamaïque, cette aventure où je suis en plein milieu en ce moment, sur 2 distilleries mythiques qui sont Clarendon et qui sont Long Pond, qui ne sont pas ouverts au public, mais si vous intéresse, vous vous adressez à l'équipe Ferrand et à l'équipe Plantation. Pour les passionnés, on saura vous ouvrir les portes, c'est évident. Il faut montrer de la passion et de l'envie parce que, encore une fois, il n'y a pas de centre touristique avec Blanche-Neige et les 7 nains et leurs petites queues blanches. C'est pas du tout ça, c'est des distilleries où les gens bossent tous les jours. Et c'est la vie que j'adore, bien sûr, vous imaginez bien. Et c'est un privilège immense pour moi de pouvoir à la fois partager mes savoirs, mais apprendre tellement de choses dans ces îles qui sont la Barbade et la Jamaïque. Certains d'entre vous suivent certains forums. Je m'excuse de ne pas être très actif parce que, comme vous en doutez, je vous ai parlé un peu de la vie au quotidien. Cependant, sachez que mon équipe à la Jamaïque et l'équipe à la Barbade, on travaille très dur pour travailler localement, pour que ces techniques anciennes, notamment de fermentation, de distillation, de vieillissement et d'assemblage, soient préservées. On n'est pas tous d'accord entre les producteurs, on essaye de trouver des dénominateurs communs. Nous, notre motivation, c'est de travailler et préserver des techniques qui sont ancestrales, qui sont travaillées depuis des années. Je vous donne un exemple simple pour finir, c'est que certains voudraient dire que le rhum est vieilli dans des fûts de chêne. Eh bien, nous, on n'est pas d'accord. On a trouvé des travaux de certains botanistes du 19e qui vous expliquent qu'on réparait les fûts. On a un botaniste jamaïcain notamment, un érudit de l'époque, qui liste les 40 fûts des Caraïbes. Quand vous êtes en 1850 ou 1880, que le fût il se casse, à l'époque on ne jetait rien. On n'appelle pas son copain en France en disant tu peux m'amener qu'à m'envoyer quelques planches dans le prochain bateau, on va réparer les fûts. On travaille avec les essences locales, d'accord? Locales. Et là on a la liste et on travaille bien avec des essences locales. Et un des fûts c'était le manguier par exemple, on faisait les fonds en manguier. Et ça c'est des techniques dans la mesure où ces fûts et ces bois sont disponibles et ne sont pas en voie de disparition, ça c'est la condition sine qua non,
Nous, c'est du travail et des explorations qu'on fait. Le châtaignier était utilisé dans ce qu'elle est importé et on veut avoir la possibilité de le faire et de travailler. Et là-dessus, on se bat naturellement pour que ces techniques puissent continuer à perdurer et qu'elles ne soient pas comme ça sorties de l'histoire et du patrimoine historique du produit parce que ça définit des goûts absolument incroyables. Merci beaucoup. Merci. Pardon? À une petite minute si vous avez des questions. Allez-y, on est en Jamaïque. Pierre, pas une petite question au passage? Parce que d'habitude, il y a toujours des questions, Pierre. Mais il me les envoie après par email. Merci en tout cas à toutes et tous. Merci pour cette passion du rhum. Je pense qu'on est au début d'une certaine aventure. Je pense que les gens en France redécouvrent, ont connu le rhum, mais redécouvrent toutes ces cultures du rhum qui sont magiques. Et moi, ce qui me fascine le plus dans le rhum, c'est qu'il y a des cultures très fortes, et c'est ce qu'on essaye de célébrer avec Plantation, des cultures techniques qui sont différentes d'une île à l'autre et qui définissent des goûts complètement différents. Ce que j'ai voulu aujourd'hui, c'est vous montrer cette technique du 19e en Jamaïque avec ces rhums qui travaillent sur des fruits absolument incroyables, qui sont des méthodes non seulement de distillation, mais de fermentation. On ne parle pas assez de la fermentation. J'ai fait des échanges et des programmes avec deux grands maîtres distillateurs qui étaient avec moi hier, qui sont la personne de Kilcoman, Anthony, et puis notre ami de Haran, James, avec qui j'ai échangé des fûts, aussi Alex Chatko, et les whisky aussi se reposent des questions sur les levures. Voilà, merci encore et à bientôt. Merci. We'll be right back.